Si l'interview de Matin Première, Mertens, vous recevez aujourd'hui Peter Mertens, le président du PTB. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Peter Mertens. On va parler d'un livre que vous avez publié en Flandre et qui est un carton là-bas. Ce livre s'appelle Graailand, qu'on peut traduire, vous allez me dire si je traduis bien parce que vous êtes bilingue, complet, pays de rapaces. Oui, ou pays de profiteurs. Pays de profiteurs, voilà, ce pays de rapaces ou de profiteurs, eh bien, c'est la Belgique. Et vous dites, et c'est une attaque, et je vous cite, la cupidité et l'avidité de la classe politique en Europe est sans limite. Vous-même, vous dites encore que votre livre, c'est une gifle à l'élite. Alors, vous mettez pas vraiment de nuance. Il y a le peuple et les élites, le peuple et l'establishment. C'est aussi simple que ça ? Il y a une crise politique pour le moment, je crois qu'on le voit et aux États-Unis avec l'élection de Trump, on le voit aujourd'hui pendant la campagne électorale en Hollande, on va le voir aussi en France et on le voit aussi en Belgique. Donc il y a un certain mépris vis-à-vis le peuple qui est senti par des lâches couches dans la population et derrière tout ça, il y a un genre de système de se servir soi-même dans une partie de la classe politique. Et je dis bien là, vous dites une partie parce que quand on lit la manière dont votre livre est annoncé, on se dit, tiens, c'est une gifle à toute l'élite, à tout l'establishment, à toute la classe politique. Oui, à toute la classe politique quand elle est impliquée dans les affaires, quand elle se sert soi-même. Prenons un exemple, parce que je donne aussi des exemples, pas pour les personnes, mais par exemple Barroso. Donc, l'ancien président de la Commission européenne qui est parti chez Goldman Sachs. Oui, par exemple. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas normal, parce que comme président de la Commission européenne, il devrait faire avancer l'Europe, il devrait faire la politique européenne, mais c'est clair que quand il a quitté sa fonction et que quand il gagne maintenant du pognon chez Goldman Sachs, qui il a servi tout ce temps-là? Est-ce qu'il a servi aussi le Goldman Sachs pendant sa présidence de la Commission européenne ou est-ce qu'il a servi les peuples européens? Quand on voit ce qui s'est passé avec la Grèce, notamment, Goldman Sachs a aidé l'ancien gouvernement grec à falsifier les chiffres pour entrer dans l'Europe. Et donc, la même banque qui est impliquée dans la falsification des chiffres, maintenant, l'ex-président de la Commission européenne travaille chez eux. Donc, il y a quelque part un conflit d'intérêts et ces conflits d'intérêts, donc c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question des conflits d'intérêts qu'on remarque chez une certaine partie de la classe politique. Et vous citez d'autres exemples issus de la Commission européenne, Karel de Gucht, qui travaille chez ArcelorMittal maintenant, enfin qui a des contrats avec ArcelorMittal, Neelie Kroes, qui a des contrats avec Uber. Oui, quand même. Donc, par exemple, Neelie Kroes, elle a été responsable pour la marché, par exemple, des taxis. Et je me rappelle bien la guerre des taxis à Bruxelles contre Uber. À ce moment-là, déjà, Neelie Kroes, commissaire européenne, elle disait clairement je veux que Uber s'installe à Bruxelles. Et elle avait promis de jamais entrer dans une firme privée après sa carrière. Sa carrière venait seulement de se terminer. Et maintenant, elle travaille pour Uber. Mais peut-être elle a travaillé en même temps déjà pour Uber. En tout cas, elle a eu des contacts pour Uber en même temps. Et là, clairement, ce sont des conflits d'intérêts qui sont sérieux. Parce que où on est là, comme politicien, comme mandataire élu pour servir la société et le peuple, ou on est là aux intérêts des grandes entreprises multinationales. On ne peut pas faire les deux en même temps. Si vous avez la passion de la politique et de servir le pays ou une ville, utilisez cette passion-là pour faire avancer la cause publique, mais utilisez pas les mandats pour faire servir les multinationales. Alors vous dites, tout n'est pas une question d'argent, mais l'argent, il est au cœur de votre livre. On se dit quand même qu'à vous lire, à partir du moment où un mandataire public commence à gagner trop d'argent, plus de 4 000 euros, c'est le chiffre que vous citez, et arrive par exemple à 10 000 euros, pour lui, il ne sert plus à ce moment-là à la cause publique. Il y a forcément quelque chose de louche. Et vous dites, c'est un concept dans votre livre, c'est le politicien à 10 000 euros. Oui, pour vous, c'est un traître au peuple quasiment. Je le dis parce qu'il y a quelque chose le Parlement, pour le moment, n'est pas un miroir de la société. Et donc, dans le Parlement, on prend des décisions qui sont lourdes. Par exemple, sur les malades à longue durée. Par exemple, sur les pensions. Par exemple, sur les travailleurs qu'on fait bosser plus longtemps. Mais si la majorité du Parlement est peuplée des gens qui gagnent
gagnent 6 000, 7 000 à 10 000 euros. Il n'y a presque plus personne qui peut s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire d'avoir difficile à la fin du mois. Et moi, je dis, là, il y a quand même un problème aussi démocratique, parce que normalement, on est là pour prendre des décisions, mais s'il n'y a plus d'empathie, parce que soi-même, on n'est pas dans Vous le pensez cœur qu'on du n'est débat. plus capable, à un moment donné, quand on commence à bien gagner sa vie parce qu'on est parlementaire, qu'on a des grandes responsabilités, vous venez d'en citer quelques-unes, qu'on n'est plus capable de comprendre les gens parce qu'on gagne 4 000, 5 000 euros par mois, on n'est plus capable de comprendre quelqu'un qui en gagne 2 000 ou 1 500? Non, je dis seulement que si on a une responsabilité, on peut gagner plus. Hein, mais notre proposition, c'est d'avoir un maximum de 3 fois le salaire moyen en Belgique, donc 6 000 euros brut, 6 600 qui fait à peu euros près 4 000 net pour un parlementaire. On peut vivre sérieusement avec ce montant d'argent. On ne manque vraiment rien. La majorité des gens gagnent beaucoup moins. Le salaire moyen en Belgique, ça fait 1 900 euros par mois. Et donc, si on est écarté de cette réalité de plus en plus, là, il y a un problème démocratique. Et je le sens, parce qu'il y a des ministres qui en même temps disent on vit tous au-dessus de nos moyens. Et alors la population dit, quoi tous? On ne vit pas tous au-dessus de nos moyens. Nous, on n'a pas des salaires comme Siegfried Bracke de 300 000 euros. Pourquoi un président de la Chambre en Belgique doit gagner plus d'Angela Merkel? C'est quand même une question réelle, une question qui demande une réponse sérieuse. Oui. Est-ce que le risque, si on rabote comme ça le salaire des politiques, c'est pas d'arriver à un effet Trump? Je m'explique. Trump, élu président des États-Unis, a déclaré, lui, qu'il allait avoir un salaire de 1 euro par an, parce qu'il ne peut pas annuler complètement son salaire. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des parlementaires qui... plus qu'aujourd'hui, sont parlementaires parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'ils sont déjà millionnaires, parce que peut-être il y a derrière eux des sociétés ou des groupes d'intérêt qui les payent pour faire de la politique. Est-ce que c'est pas ça le risque à terme? Non, mais la question, c'est d'abord si on gagne 6 600 euros bruts par mois. C'est suffisant. On peut vivre. Et bien sûr. Normalement, on est dans la politique par passion, on est dans la politique avec un projet de société, on est dans la politique pour servir le peuple. Et ça, c'est la passion. Si la passion est d'avoir toujours plus d'argent, de s'enrichir, alors va dans le privé. Il ne faut pas rester dans la politique. Mais on ne peut pas faire la même chose, les deux en même temps. On ne peut pas être mandataire politique et en même temps être dans un conseil d'une société privée. Ça, on ne peut pas combiner les deux choses. Donc, nous, on défend l'interdiction de cumul des mandataires dans les grandes boîtes privées parce que c'est une passion, c'est une responsabilité qui est lourde et c'est aussi une responsabilité pour toute la société. Alors, vous dites dans votre livre, pour pouvoir maintenir un capitalisme de fraude légal, les millionnaires rapaces ont besoin de toute une couche de politiciens, ceux qui écrivent les lois, ceux qui leur tiennent la tête hors de l'eau, et cette couche, ce sont les politiciens à 10 000 euros. Là, vous ne faites pas dans la nuance quand vous dites ça. J'ai écrit 400 pages, donc je crois qu'il y a beaucoup de nuances dans mon livre, mais si je vois après la crise de 2008, après la crise bancaire, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi les lois fondamentalement, par exemple dans le secteur financier, ne sont pas changées, alors on est immédiatement chez le lobby financier, on est immédiatement chez les contacts qui sont là dans le Parlement européen, chez certains politiciens et ces banques comme Goldman Sachs et ces firmes comme Uber. Donc il y a un lien qui est quand même clair et qui est un tabou d'en discuter. Et c'est où la droite, l'extrême droite qui va dénoncer tout ça pour encore renforcer l'establishment. Parce que vous avez cité Trump, mais Trump lui-même, le premier truc qu'il a fait, c'est de s'entourer des nouveaux milliardaires, de s'entourer des nouveaux banquiers. Et donc, nous, on ne veut pas laisser toute cette critique qui est réelle, qui est correcte à l'extrême droite. Nous, on veut donner donc vous reprenez l'anti-establishment, vous voulez pas laisser le monopole de ce discours
populiste avec des guillemets, hein, parce que c'est un terme qui est utilisé à toutes les sauces, mais en tout cas anti-élite, anti-establishment à l'extrême droite. Non, parce que les critiques sont correctes, mais la solution est totalement différente. C'est même, vous savez, du côté néerlandophone, même la NVA se sert d'un certain langage d'anti-establishment pour faire finalement la même chose, pour introduire quand même des figures comme Braque au cœur du système même. Et donc, nous, on ne veut pas faire ça. Nous, on veut avoir une alternative démocratique, sociale, avec un code éthique qui est clair. Alors justement, tout à l'heure, Bruno Coppens évoquait cette phrase de Raoul Edebo, c'était au Grand Oral ici sur la Première, il avait dit « on ne sera pas au pouvoir avant 15 ans ». Vous confirmez ça, le PTB, c'est pas un parti qui espère un jour faire changer les choses en étant au pouvoir. Oui, évidemment, on veut changer les choses. On veut changer les choses par deux manières. Donc, et de changer les rapports de force dans la société, et c'est le plus difficile. Du côté néerlandophone, on le fait chaque jour. Vous êtes à 4-5% dans les sondages, vous démarrez pas vraiment, hein, c'est encore très doux par rapport à ce qui se passe au sud du pays. Par rapport au sud du pays, évidemment, mais par exemple à Anvers, on est le 4e parti, on a 10%, et on essaie de construire un contre-courant contre cette hégémonie néolibérale. Et c'est un travail de longue haleine, il faut être honnête. D'accord. En Europe, en toute Europe, c'est pas la gauche pour le moment qui est à l'offensive. Donc il faut construire ce contre-pouvoir. Et sur base de ce mais contre-pouvoir... dans 4 ans ou dans 5 ans, on ne peut pas imaginer que le PTB soit au pouvoir, au fédéral, dans les régions, en Flandre, en Wallonie ? S'il y a certaines conditions qui sont remplies, oui, mais pas son pouvoir réel dans la population, pas son rapport de force qui sont réels sur le terrain. Parce qu'autrement, on se retrouve dans un gouvernement pour faire la même chose que partout en Europe. Ça, c'est passé avec le PS de Hollande, c'est passé avec les sociodémocrates en Hollande. En Grèce en Grèce aussi, ils sont Syriza. pliés finalement, Syriza. Donc il faut avoir ce rapport de force. Le Parlement n'est pas un miroir de la société. On se lance en politique par passion, pour des convictions. Si c'est pour s'enrichir, il vaut mieux rester dans le privé. 6 600 € bruts par mois, c'est suffisant pour vivre. Déclaration à l'instant de Peter Mertens, le président du PTB.